On ne souhaite pas la bienvenue à quelqu'un qui vient chez soi. Moi, je suis chez moi. J'ai entendu, il y en a qui m'ont dit dehors tout à l'heure, bon, toi, on va te dire bon séjour. Non, 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 non. Moi, je suis chez moi. Je suis né ici, là où se trouve l'actuel siège de la direction préfectorale de la santé. C'était là-bas le poste de santé que quelqu'un avait. Alors moi, je suis né là-bas. Ça veut dire quelque part que je ne suis pas étranger. Né là-bas, je suis parti à Conakry, ici. Je suis parti à Conakry très petit pour les études. Grandi là-bas, après les études supérieures m'ont encore lancé ici. Donc je suis revenu chez moi. Et en 2019, 2008, 2019, 2009, j'ai fait le bac. Et c'était pas facile. L'école primaire jusqu'au lycée, c'était pas facile. Parce que vous vous imaginez les familles qui ne sont pas trop riches, vous savez ce que signifie pour un enfant d'aller à l'école, de suivre tout ça et être un meilleur. C'est pas donné à n'importe qui. Il y en a qui se découragent en cours de route, il y en a qui perdent le fil et n'ont plus le monopole de leur vie. On sait ce qu'ils deviennent dans la vie. Mais nous nous sommes dit que la seule chose qui pouvait nous permettre de réussir, c'était les études. Ma maman est vendeuse, commerçante, mon père était un transporteur, on va dire un chauffeur dans les sociétés de transport public, Sogetrag, Média Transport et tant d'autres dont je ne me souviens plus du nom. Alors moi je me suis dit que, étant le premier gosse de ma maman, parce qu'on était trop, on est trop encore, il fallait que je m'attelle aux études. Parce que pour moi, je n'avais personne pour m'aider. Elle pouvait m'aider à payer ma scolarité. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire pour l'amener ou la ramener l'ascenseur? Il fallait que j'étudie. C'était la seule chose que je pouvais faire et qu'elle n'ait pas honte de moi. Et c'est ce que j'ai fait. Chaque jeudi, on partait au marché, comme elle vendait à Madina. Elle me disait, ben, viens, il faut que tu comprennes le commerce. Moi, les jeudis, comme il n'y avait pas de cours à l'école publique à l'époque, je partais, mais je ne suivais presque rien, donc je ne connaissais pas le commerce. Elle a tout fait, mais c'est mon jeune frère qui a pris goût au commerce et enfin, lui, il est devenu un grand commerçant actuellement, il est à Koyaran, où il fait le commerce des accessoires de téléphone. Mais moi, c'est l'école qui m'a donné. À l'école, j'étais là, dès l'école primaire, ça a commencé à aller petit à petit jusqu'au collège et arriver à l'université, c'était dur. Très dur. Je vais dire, avant d'arriver à l'université, c'était dur. Au lycée d'abord, j'ai fait mon école privée dans une école du nom du savoir. C'est à Sanoya, kilomètre 36. Ceux qui connaissent un peu Koya savent le savoir. Peut-être même il y a des étudiants du savoir qui sont là. Le savoir, c'est une école privée. Je suis parti là-bas en 10e année. 10e année, 11e année, 12e année. Mais j'ai fait la 11e année en sciences expérimentales. En 12e année, déjà en 11e année, mon professeur de philosophie me disait, lorsqu'on va faire des compositions de fin d'année et que tu vas avoir au-delà de 13 en philosophie, moi je vais te transférer dans les sciences expérimentales. Tu vas faire des sciences, disons des sciences sociales. Et j'ai eu au-delà de 14, je vais dire 15, on était 3 et on nous a tous mobilisés pour nous amener du côté bien sûr des sciences sociales. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Sinon, mon souhait c'était de devenir un botanicien ou un médecin. Parce que j'étais trop à l'aise aussi en bio. Mais me retrouver en sciences sociales, ça veut dire que j'ai des attitudes ou j'ai des capacités de rédaction, d'expression faciles. Alors je me suis dit qu'il fallait que je saisisse cette qualité que j'ai au lieu de chercher à me casser la tête avec des choses que je n'allais pas comprendre. Donc pratiquement, je suis parti là-bas en sciences sociales. Ceux qui étaient là, on faisait tous les mêmes matières, mais nous on était en avance sur eux, malgré qu'on était des gens qui avaient fait des sciences expérimentales. Donc petit à petit ça a grimpé. Comme je suis arrivé au niveau du bac, et le bac, vous le savez, dans les écoles privées, lorsque tu ne payes pas, on vient, on te vide, et on n'a pas besoin de savoir ce que tu seras ou quel résultat tu vas obtenir pendant la fin de l'année. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est leur argent. Vous le savez mieux que moi. Je me suis dit que ça ne serait pas facile de faire bien le bac.
Et moi, mes examens, je les préparais dès le premier jour de la rentrée. Ma première leçon, je fais en sorte que ça soit dans mon cœur dès le premier jour. Et c'est comme ça toutes les autres leçons. C'est ainsi qu'on est venu et j'ai vu que je ne pouvais pas rester dans une école privée pour ne pas qu'on me dise parce que maman allait retarder pour payer la scolarité. Alors j'étais obligé de faire quoi? Aller dans une école publique qui se trouvait à 7 ou 8 km de chez moi. Donc je m'embarquais pour y aller. J'ai fait une année comme ça en train de partir dans cette école privée. Mais nous aussi étions dans l'école privée. Lorsque la date pour le dépôt des dossiers des candidats normaux est arrivée, je suis parti. J'ai demandé à mon école privée s'ils avaient déposé ma candidature. À ma grande surprise, ils disent non, parce que je n'étais pas venu faire des démarches. Alors, ce jour, j'avais un téléphone Nokia, les Nokia couleur noire, couvercle noir, vert ou encore rouge. C'était plus que les autres, ce n'est pas les causes à magnéto. C'est des téléphones qui étaient un peu plus mieux. Maman me l'avait donné et moi, ce jour, je l'ai mis en 40. Hein? Parce que le monsieur m'a dit, si tu ne viens pas déposer tes dossiers, et puis tu ne seras plus candidat normal, tu es candidat libre. Moi qui n'avais jamais fait le bac auparavant, on me dit que si je ne dépose pas, que l'année là, c'est une année blanche pour moi. Je lui ai dit, d'accord, je vais déposer mes dossiers au compte des candidats libres. Je suis parti, j'ai déposé mon téléphone chez un boutiquier où j'ai eu de l'argent, je suis parti, j'ai fait les démarches. Vous savez, à l'école, au lycée, ce sont des photographes qu'on amène dans chaque école pour dire, bon, vous allez vous photographier ce fond bleu pour les sciences sociales, expérimentales, j'ai un peu oublié la couleur, mais on donne chaque couleur à chaque profession, à chaque option. Vous imaginez, les photographes n'avaient plus besoin de moi parce que la date de la photographie était déjà passée. C'était OK pour moi. J'étais out pour être clair. Mais comme Dieu était avec moi, et moi-même j'étais avec moi-même, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Si je ne suis pas candidat normal, je peux être candidat libre. Parce que quelque chose est clair, moi j'aurai ce putain de bac là. Et il faut que je l'ai. Je ne sais pas comment je vais l'avoir, mais il faut que je l'ai. C'est ainsi, je me suis présenté comme candidat libre. Moi qui étais premier de ma classe, avec 16 de moyenne, on me donne une étiquette de candidature libre. J'ai accepté, parce que moi je savais ce que j'ai fait durant toute l'année. Alors j'ai accepté de déposer ça. On est parti parce que les photographes n'étaient plus là. J'ai choisi une cour bleue, une cour qui est peinturée en bleu. Je me suis arrêté, j'ai pris de la craie, c'était très créatif. Hein. J'ai pris de la craie, j'ai écrit SS. Quand j'ai écrit SS, j'ai appelé le photographe, il est venu, je me suis placé, il m'a photographié. Et ce que j'ai pris, j'ai amené à Koya, j'ai déposé, on a accepté ma candidature. Malgré que j'avais 16, je n'avais plus qu'un, c'est-à-dire comme moyenne annuelle. Je suis parti, j'ai organisé l'internat pour ma classe, on était au nombre de 37 filles. On a organisé l'internat, on a choisi un professeur qui est venu nous réviser et puis on est parti au bac. Et le bac pour moi, cette année, ça a marché. J'ai eu 199. 10,199. Je pense que je n'avais aucune moyenne annuelle. Alors, je me suis dit qu'il fallait que j'ai ce bac. Et je l'ai eu à travers une candidature libre. Mais parce que moi-même, je voulais l'avoir. Et si je ne voulais pas l'avoir, pour vous, est-ce que je l'aurais avec toutes ces difficultés que j'ai rencontrées? C'était pas facile. D'ailleurs, c'était que le début de mes soucis. Je viens à Kaka après une, comment je vais dire, après un état très poussé pour l'inscription. Et vous savez, notre université Justice Nyerere est sérieuse pour ça. Malgré que c'était contre moi, mais voilà, c'est rigolo. Il faut l'accepter comme ça. Je suis venu à la scolarité, je n'ai pas pu m'inscrire. Je n'ai pas pu m'inscrire, ils m'ont dit que la date d'inscription c'est déjà out. Je ne pouvais pas. D'attendre la promotion qui va venir. Moi qui ai fait le bac 2008-2019, je devais attendre la promotion 2010-2011. J'ai fait le bac à Maraconde et là je suis venu avec eux. On a tous fait le bac la même année.
On a fait la première année, mais mes notes n'étaient pas prises en compte, mes évaluations aussi n'étaient pas prises en compte. Mes exposés, même s'ils étaient très brillants, Amara, il est témoin, il est dans cette salle, il le sait. C'est nous qui avons fait de lui le chef, parce que moi déjà je ne pouvais pas être chef parce que la direction ne me reconnaissait pas officiellement. J'avais mon numéro matricule qui m'a amené ici, que j'ai relevé lors des contrôles de routine qui sont passés faire. J'ai relevé ce numéro matricule, comme pour dire que je ne suis pas infectif, je suis venu par la grande porte quand on va me le demander. Donc j'ai fait comme ça l'année-là avec mes amis, 2008-2009. Après, quand on m'a dit qu'il faut aller en congé, en vacances, je vais dire. Moi, je savais que je n'avais pas d'évaluation finale à faire. Alors, je n'avais pas à attendre ici perdre mon temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Tous les documents qui avaient un rapport avec mon programme d'enseignement en licence 1, je les ai rassemblés, je suis parti avec ça à Conakry. Quand je suis parti, j'ai fait les 3 mois en train de réviser. Avant même l'orientation, moi j'étais là. J'ai été le premier à m'inscrire en linguistique l'année-là, en promotion 2010-2011. On m'appelait le vétéran en classe. Alors un jour, notre premier cours introductif avec le professeur Moïse Fofana à son âme vient nous trouver, et puis voilà. Il y a une délégation qui était venue pour rencontrer le département de l'anglais. Lui, il est le doyen de la faculté des langues et lettres, alors il était là. Et il devait partir. Le monsieur a dit, monsieur, docteur Hippoquet, vous venez, parce que c'est vous qu'on a besoin. Il dit, vous voyez, je suis en cours quand même. Il dit, monsieur, on a besoin de vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Personne. Il a regardé toute la salle comme on est comme ça. Et il dit, Nabé, le vétéran, tiens le papier. Tiens tes amis en haleine d'ici que je ne reviens. Vous imaginez ce que ça représente? Qu'un doyen de la faculté donne sa feuille de préparation à un étudiant, un vétéran, et lui dit, continue à expliquer le cours à tes amis. Mais moi j'avais fini avec ça. C'était le cours introductif qui portait sur les étapes de la recherche en matière linguistique, c'est-à-dire les étapes de l'enquête linguistique. J'ai expliqué en déposant le papier comme si c'était dans ma tête. Avant que je ne finisse, la fenêtre était vraiment remplie de nouveaux étudiants qui étaient venus en lettres. Ce jour-là, le nombre d'amis que j'ai reçus, je ne connais pas. Alors que je pleurais la première année quand je n'ai pas pu m'inscrire, je faisais des nuits blanches. Je disais, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Moi qui ai fait le bac avec toutes les difficultés du monde, je me retrouve avec l'instruction très difficile. Et peut-être devant ça sera encore mieux que ça. Donc c'est ainsi que j'ai continué et la première année, la deuxième année, mes amis disaient, toi tu es encore en première année, tu ne vas pas, tu es venu ici pour chercher les filles. Il y en a qui me disaient ça. Je dis non, c'est ma classe. Ils disent non, tu es venu pour chercher les filles. Nous on veut sortir d'ici rapidement et toi tu veux rester. Je dis il ne s'agit pas de sortir de l'université rapidement. Il s'agit de sortir avec un bagage intellectuel. Tu peux sortir rapidement. À quoi tu vas servir dans la vie? J'ai dit, moi, je serai major de ma promotion. Et c'est ce qui fut fait. En 2014, notre promotion a revenu et c'est moi qui fus le major de la promotion système LMD 4e promotion. Alors, l'aventure avec les médias, ça a commencé depuis que j'étais à Conakry. Avec les matchs de football, je reportais. Et quand je faisais le lycée, je vais dire le primaire, je faisais déjà la musique, vous imaginez? À l'époque, quand quelqu'un faisait le primaire et qu'il faisait la musique, vous savez ce que ça signifie? Parce qu'à l'époque, ce n'est pas tout le monde qui écrivait les textes en français. Moi, j'écrivais mes propres textes français en arabe. Je les écrivais en français moi-même. Personne n'a écrit les textes. J'étais le leader du groupe. C'est moi qui écrivais tous les textes, tous les refrains. C'est moi qui les prenais. Peut-être que vous n'avez pas envie d'écouter un de mes refrains. Peut-être que je vais voir. Un jour, je viendrai avec mon album si vous le voulez. Alors, je suis resté comme ça. Et puis, j'avais la capacité, la facilité d'écrire et de parler. J'étais très fécond en mots. J'ai vu ça, j'ai dit bon. J'ai un oncle ici, Sorel Boulogada, c'est le grand frère à ma maman, de même père. Quand j'étais petit, j'entendais que Sorel Boulogada, il est journaliste, c'est ton oncle,
il est à Cancan, il est entre Cancan et Siguiri. Alors j'ai pensé à la philosophie africaine. Tu sais, quand tu vas embrasser un métier, il faut chercher, est-ce qu'il y a un membre de ta famille qui travaille dans ce métier déjà? Comme ça, tu auras la facilité. Mais si tu n'as personne à t'aider, tu sais que ça va devenir facile. Et puis, mon oncle est là, je vais assurer la relève. Et c'est sur ce chemin que je suis. Parce que quand je suis venu, je lui ai dit, oncle, il faut que tu me mettes dans une radio. Je fais le stage, en même temps, je fais mes études. Il a dit, bon, je ne vais pas t'amener à la radio rurale parce que là-bas c'est trop vieux et puis toi tu veux être guidé. Il dit, je ne suis pas guidé. Je veux être un journaliste. Animateur culturel, je veux être quand même tout ce qui est lié aux médias. Mais chez vous, si tu penses que ça ne peut pas aller, amène-moi ailleurs. Il m'a amené à Nabaya FM. À Nabaya, j'étais parti en tant que simple stagiaire. J'ai commencé à évoluer en tant que reporter, petit à petit. On m'a confié la rédaction, on m'a confié la direction de l'information. Je suis parti comme ça, grâce au nom comme Antoine Doumbia. Antoine Doumbia, il était à Nabaya FM. Lui, c'était quelqu'un qui m'avait beaucoup aidé. Daouda Dubaté, c'est des gens qui m'ont aidé. Beaucoup de personnes, Daouda Dubaté, qui sont nombreux. Petit à petit, j'ai évolué. Et puis, je me suis connu avec d'autres. L'école où je venais, il y a un cours en linguistique, pour ceux qui le savent. On appelle le cours le stage en communication. Soit tu vas à l'école pour enseigner, soit tu vas à la radio pour communiquer. Donc c'est ainsi que moi j'ai choisi déjà la radio même avant que le cours là commence. Donc moi j'étais en avance en matière de stage sur mes amis. Donc j'ai commencé, mes professeurs m'entendaient, je les rendais voilà, coucou, comme pour dire bon, je suis là. Quand j'ai commencé, je citais presque le nom de tous les professeurs de la faculté des langues et des maths. Les C.C. Collier, les Gédéon Abba, les Moussa Keïta, les Fafoulé, ils sont nombreux. Petit à petit, comme ça, je suis resté. Je suis parti ainsi, comme ça, et j'ai eu la chance un jour de rencontrer un monsieur. J'ai assisté à une formation à Conakry. Quand je suis revenu, il y a eu quelques embrouilles entre moi et la direction, de Nabaya FM et moi. C'était pas trop grave. Vraiment, ma vision était plus grande. Je voulais aller plus que ça. Je voulais être plus que ce que j'étais à l'époque. Donc, il y a Familia FM qui m'a pris comme correspondant. Avec Familia FM, j'ai assuré la correspondance. Ainsi, petit à petit, Baobab FM, avec le groupe de médias Dabo, avec la ligne éditoriale à l'époque pro RPG, je n'étais pas trop prêt à m'aventurer. Jeune journaliste, moi qui souhaite avoir une carrière longue avec le journalisme, je ne souhaitais pas quand même tuer ma carrière avec la politique. Je me suis dit non, je ne vais pas aller trop dans ça. J'étais dedans, mes partenaires extérieurs. J'ai travaillé sur des questions culturelles. Si vous vous souvenez, c'est moi qui ai travaillé sur Sarah avant sa mort. Je suis peut-être l'avant-dernier journaliste qui a travaillé sur Sarah avant sa mort. Donc, ce fut ainsi la direction de mon carrière, histoire de vous dire que ça a été très dur. Mais avec petit à petit la contribution des uns et des autres, j'ai eu à vraiment évoluer très vite. Et quand je suis venu un jour à l'hôtel Uni Hôtel ici, il y a un monsieur là-bas qui m'a dit « Espace est en train de déposer les dossiers, de demander les dossiers pour recruter des journalistes. » J'ai dit d'accord, je vais envoyer mon dossier. On avait surnommé l'événement là, Espace Talent, Espace Talent, Espace Talent, c'est comme ça. Parce que beaucoup de journalistes sont à Espace là, en Afrique, ils ont été recrutés à travers des compétitions. Donc moi j'ai déposé mon dossier. Après ils ont demandé à ce qu'on assure la correspondance. C'est Kao de la radio de la télé de Faso TV, Kao, qui m'a mis en contact avec Espace. Espace m'a dit d'assurer la correspondance. J'ai commencé la correspondance 1 mois, 2 mois. Le boss Lamine Guérassi, il était venu ici. Il écoutait mes éléments, mais il ne savait pas c'était qui le petit Ismaël Nabé qui avait la voix grave et ses papiers très bons, c'est dans lui. Un jour, je suis venu à l'Uni Hôtel pour faire un reportage sur l'arrivée de la radio Espace à Cancan. Qu'est-ce que les auditeurs veulent qu'on change, qu'on adapte à la situation cancanaise? Il m'a dit ton boss est là. J'ai dit quel boss? Parce que moi je n'avais même pas de boss. Mon boss c'était celui qui m'avait appelé pour me faire signer le contrat Bassego, actuellement qui est à Flip Media. Donc quand je suis venu, il m'a dit bon, voilà, tu vas être correspondant
l'espace ici. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas demandé d'équipement, je n'ai rien demandé. J'avais un dictaphone, j'avais une moto, et je faisais la courbette dans les rédactions ici pour amener mes papiers à Conakry. Ibrahima Prince Diallo, je l'ai connu par mail avant de le connaître physiquement. C'est ainsi que Lamine m'a dit, étant donné que Lamine est là, je suis parti dans la période qui est à l'intérieur de l'université, je l'ai trouvé, il m'a dit, bon, il sortait juste, je lui ai dit Ismaël Nabi. Il m'a dit, c'est quoi Nabi? J'ai dit, oui, c'est moi Nabi. Il m'a dit, assis-toi, on s'est assis. Il a dit, bah, dis-moi, j'ai écouté ton dernier papier et moi ça me va. J'aime ce que tu fais et je veux que tu rejoignes Conakry. Alors qu'un ami m'avait dit 2 ans après, quand tu finis, il faut venir à Conakry. L'espace est un bon coin pour toi. J'ai dit non, moi je n'irai pas à l'espace, mais l'espace va venir à moi. Je ne savais même pas. C'est ainsi qu'il m'a dit, bon, ce que tu fais c'est bon, il faut que tu rejoignes la grande boîte. Il m'a donné ce jour du transport, j'ai fait du thé pour lui. Après on est parti. Moi, je suis parti à Conakry juste pour 2 semaines. Les 2 semaines se sont transformées en 5 ans. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis là-bas. Et quand je suis parti, c'est pour finir. C'est Ibrahima Prince Diallo qui est là, qui m'a reçu. Il m'a dit, bon, petit, je sais que tu étais à Conakry, tu sais ce que tu es venu faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'espace comme ça? J'ai proposé une émission qu'on appelle Péritafo. L'émission qu'on appelle Péritafo, le gars m'a demandé est-ce qu'on peut créer. J'ai dit moi, avec GG, beaucoup ne comprennent pas à Kankan. Ils me demandent allez mon collaborer. Je ne peux pas les expliquer tout ça. Donnez-nous une version miniaturisée de GG qu'on va appeler Péritafo. Ça veut dire quoi? Il me demande. J'ai dit tout le monde a qu'à dire pour soi, mais dans le respect et le respect de l'éthique et de la déontologie du journalisme. On n'insulte pas. C'est ce qu'on a commencé à partir de Kankan, Conakry, on faisait des émissions sur Kankan. Quand on fait là-bas, tu as l'impression qu'on est ici. Il y en a qui nous demandaient, vous êtes où? On a dit, vous appelez, vous savez, nous sommes espace. On est dans l'espace, on ne nous voit pas d'abord. Donc, c'est comme ça que le mythe s'est renforcé. Et Ibrahima Prince, arrivé à un certain moment, je lui ai dit qu'il est méchant. J'ai dit que c'est un méchant, c'est un égoïste. Il ne veut pas mon bonheur. Parce qu'il me disait, tu vas te conduire toi-même dans Made in Kankan. Made in Kankan, c'est nous qui avons commencé à l'animer à Conakry. J'ai dit, mais gars, comment je vais me conduire? Je ne connais pas la technique. Alors que j'avais entamé ça, il dit, tu vas te conduire go. Je pouvais pleurer souvent. Hein? Les larmes pouvaient couler. J'ai dit, lui, il veut me gâter. J'ai eu un boulot. Là où tout le monde veut aller, je suis parti là-bas. Lui, c'est là-bas qu'il veut m'enlever. J'ai dit non. S'il fait ça, je suis mal écrit, je vais finir avec lui. Mais, petit à petit, les choses auxquelles il me soumettait, je voyais que j'excellais dedans. Je ne sais plus celui qui était soumis à un monteur, technicien, moi je m'en fous. Je peux aller sur le terrain, je fais mes sons, je viens, je coupe, je colle. Si c'est un documentaire de 52 minutes, je le fais. Donc, moi je pensais qu'il était méchant avec moi, mais juste il était sévère et rigoureux. Et c'est tout récemment que j'ai compris, au lieu d'être un ennemi, c'était un ami. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a de ces obstacles, seul vous pouvez les enlever. Il y a de ces obstructions, seul vous pouvez vous aider à vous les enlever. Ne comptez sur personne, comptez sur vous-même, comptez sur ce que vous avez appris, comptez